e siftinde tan ko musidɓe yiɗo sabu ha joni en lijjitani Abdaba en gari en pawi hen Mamadou Seck ko musidɓe yi yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnamo aljanna juuɗe moƴƴe jabbomo en fadi gandi engagement makko yidde makko nde winno wuro ngo ha joni tan en gartat e sujet du jour he comme no ceerno haaldirno ɗum nane ni tan pour ɓe ganda kam min Woppa Diallo je suis juriste, je suis spécialisée en droits humains et en criminalité transnationale organisée, genre et développement. Donc hande en garden ko yewtidde e hakkude e nder meɗen par rapport et débouchés des étudiants. On devait normalement parler des débouchés des étudiants. Mais comme je le dis tout le temps, on a des sujets bateaux qui font qu'on vient, qu'on cite des proverbes, qu'on cite des gens et qu'on repart juste avec des paroles. Donc cette fois-ci, on va juste essayer de recadrer le débat dans le pratique, dans quelque chose qui est pratique, qui est technique et qui nous permettra peut-être à chacun de nous de pouvoir récolter quelque chose dans ce débat-là. Donc on va juste réorienter la discussion sur, comme Thierno l'a dit, étudiants et intégration professionnelle. Ce qu'on va faire, c'est plutôt parler de comment faire un CV, de comment écrire une lettre de motivation, de comment écrire un mail professionnel pour demander un boulot, de comment faire un entretien, aller à un entretien, faire l'entretien, de comment, quels sont les sites d'emploi, où est-ce qu'on peut trouver du travail, où est-ce qu'on peut trouver un stage, et comment saisir les ONG par rapport à vos différents domaines. Parce qu'en fait, parler de débouchés reviendrait juste à vous dire des choses que vous connaissez déjà ou que vous pouvez trouver sur Internet. Parce que je ne veux pas venir vous dire débouchés pour médecine, c'est être médecin ou chirurgien ou autre, parce que ce n'est pas important. Donc on va commencer par les sites d'abord, les sites d'emploi que vous pourriez trouver. Et ce que je vous recommande personnellement, c'est certainement d'aller sur les sites des Nations Unies. Et arrêtons aussi ces idées arrêtées que nous avons déjà dans la tête, qui est que quand on ne connaît personne, on ne peut pas avoir un boulot, parce qu'il y a des structures où la sélection est très rude et anonyme. Personne ne connaît personne jusqu'à que tu rentres. Les sites des Nations Unies, de UNOPS, de USAID, de ONUDC, Droits et Droits Humains, de HCR. À chaque fois que vous y allez, inscrivez-vous sur le site. Vous rentrez dans le site, en fait, vous écrivez juste la structure sur Internet. Vous êtes dans le site. Vous avez un compte où vous vous inscrivez, vous cliquez sur inscrivez. Vous avez largement le temps de le faire. Ça prend beaucoup de temps, mais vous avez le temps de le faire. Parce que vous prenez 1 heure, 2 heures pour regarder une série. Moi, je le fais. C'est pour ça que je sais tout ça. Vous le faites aussi. Donc, vous prenez 1 heure, 2 heures de temps et remplissez. Parce que ça vous demande votre CV en détail. Vous mettez vos études, vous mettez votre expérience professionnelle. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous remplissez toutes les données qui ont été demandées. Et ensuite, vous laissez. Maintenant, vous laissez aussi votre adresse mail. À chaque fois qu'il y a une nouvelle offre, on vous le signale sur votre adresse mail et vous venez vous postuler. Là, ce n'est pas la peine de remettre votre CV. Vous ne faites que cliquer sur l'offre qui vous intéresse. Donc, vous faites ça sur toutes les plateformes des Nations Unies. UN volontaires, les volontaires des Nations Unies, ils ont besoin de vous. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de découvrir. Il y a des pays qui ont besoin de main-d'œuvre, des jeunes juste qui seront là pour les soutenir. Et c'est ça les volontaires des Nations Unies. Vous voyez tous les blancs qui viennent ici ou les étrangers qui viennent ici, qui vont dans les fonds fins des villages, qui apprennent à parler poulard avec vous, qui apprennent à connaître votre culture. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Vous voyagez, vous êtes bien protégés, vous êtes en sécurité, mais vous découvrez, vous avez de l'expérience. C'est après que vous serez redirigé dans des postes. Mais en premier lieu, ce que vous devez faire, c'est ça. Et c'est là que vous pourriez trouver ce genre de travail et ce genre de stage. Ensuite, en dehors de ces sites-là, c'est les ONG. Les ONG, vous connaissez, Dakar, on a la chance au Sénégal qui est que tous les bureaux régionaux, par exemple le bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se trouve à Dakar. Tous les bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre se trouvent à Dakar. Parce qu'en fait, le Sénégal est entre guillemets un pays de sécurité qui peut abriter des agents des Nations Unies. Donc même les ONG, c'est pareil. Vous connaissez leur siège, allez-y, vous avez largement le temps. Vous êtes par exemple en géographie.
vous faites ce qu'on appelle, vous étudiez le climat, l'environnement. Mais allez voir au niveau de l'ONG 3D. Allez voir au niveau des ONG comme Enda Tiers-Monde. Dites-les que je suis étudiant en tel domaine et que je serai intéressé pour avoir un stage dans tel domaine. Vous rencontrez, vous avez un carnet d'adresse. La personne vous dira, oui, dans ce moment-là, nous ne recrutons pas, mais laissez votre CV. Vous prenez mon mail. Vous prenez le mail de la personne, vous envoyez votre CV et vous enverrez les mails de rappel. Chaque 15 jours, chaque mois, bonjour monsieur, c'est telle personne, c'était juste pour voir s'il y a ça et ça et ça. Et vous gardez toujours la même discussion. Ça veut dire que si vous écrivez un mail, vous mettez bien sûr l'objet étudiant en recherche de stage, étudiant en géographie, en recherche de stage sur, par exemple, la protection du climat ou je ne sais pas. Et maintenant, à chaque fois que vous devez faire un rappel, vous ouvrez toujours le même mail pour faire le rappel, pour ne pas que la personne se perde. Et que la personne, à force de voir votre persévérance, se dira, ah oui, cette personne, elle veut vraiment faire un stage. Et dès qu'il y aura une opportunité qui s'ouvre, ils vont vous appeler directement. Les autres opportunités, c'est lors des échanges que vous avez pendant les universités. À l'UQAT 2, par exemple, tout le temps, il y a des ONG qui sont en train de faire des journées ou des horaires d'échange. Rentrez, prenez des numéros, prenez des adresses, surtout les adresses mail. Les gens, en général, ne donnent pas leur numéro de téléphone. Mais prenez les adresses mail, écrivez-les, envoyez votre CV, qu'il soit toujours prêt à être envoyé. Donc ça, c'est les opportunités que vous pourrez trouver, qui vont sembler être simples, mais qui sont très fructueuses. Ce dont nous allons parler, ce sont les CV, sur comment faire un CV. On ne va pas vraiment rentrer dans les détails, mais ce sera juste des conseils que je vais essayer de donner par rapport à par quoi commencer. Il faut toujours, si vous avez de l'expérience, commencez par l'expérience professionnelle. Si vous cherchez un travail, vous commencez par l'expérience professionnelle. Par contre, si vous cherchez un stage, ça veut dire que vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle. Vous commencez par les expériences, la formation. Et quand vous faites la formation, on ne commence pas par le début. Par exemple, vous êtes en licence, commencez d'abord par 2020, licence en tel et tel, et descendez. Et vous faites 2019, 2018, 2000. Mais ne commencez pas par 2010 bac. Non, vous commencez toujours par le plus haut niveau en descendant. Parce que les personnes ne sont pas intéressées par ce qu'il y a en bas. Et en général, ils ne le disent même pas. Donc, faites effet. Et n'oubliez jamais de faire les réalisations. Après la formation, vous faites l'expérience professionnelle. Par contre, si vous avez déjà une expérience professionnelle, commencez par l'expérience professionnelle et ensuite venez-en à la formation. Venez-en à la formation, dites que vous avez travaillé dans tel domaine. Par exemple, quand vous parlez, je dis par exemple, j'ai travaillé au niveau de PCCI. D'accord, j'ai fait PCCI. Vous faites par exemple le nom de l'entreprise et les différentes tâches que vous faites. Vous les résumez parce que les personnes ont besoin de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire réellement. Malheureusement, dans nos universités, on n'a pas l'opportunité d'apprendre la pratique. Donc, quand vous faites au niveau de PCCI, je fais par exemple la prise en charge de la clientèle. Je fais de la gestion de la clientèle. Je fais accompagnement et suivi. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça, c'est ce que vous faites dans les centres d'appel. Et vous faites des tirés, vous les mettez dans le programme, dans le CV. Maintenant, pour les études aussi, vous faites licence par exemple en droit. Vous ne faites pas que licence en droit. Vous faites par exemple licence en droit privé, judiciaire, sciences criminelles, par exemple, et vous détaillez un peu. Ça permet à la personne qui va vous recruter d'avoir une idée de ce que vous êtes en train de faire ou de votre spécialisation. Parce que les gens peuvent ne pas savoir ce qu'on fait dans ce domaine-là. Mais dès qu'ils ont votre spécialisation, ils peuvent avoir un aperçu, une petite idée de ce qui vous attend. Ensuite, après l'expérience professionnelle et la formation, il y a ce qu'on appelle les réalisations. Et les réalisations, c'est plutôt, par exemple, si vous avez fait un mémoire d'études en licence, comme on fait dans les écoles de formation, ou un mémoire en master, mettez toujours le sujet du mémoire et la note que vous avez obtenue. Parce qu'en général, pour un stage, c'est très important. Quand vous avez étudié les mines, pétrole et gaz, et que vous avez fait un mémoire sur ça, c'est très important de le souligner dans les réalisations ou dans bon à savoir. Vous le nommez comme vous voulez, bon à savoir, réalisation. Donc vous le mettez. L'autre chose, c'est n'oubliez jamais de mettre votre numéro de téléphone et votre adresse mail. L'adresse mail surtout, c'est très important. C'est extrêmement important d'avoir une adresse mail sur un CV.
le numéro de téléphone. Par contre, ce qu'il y a à revoir, c'est des photos sur les CV. Personnellement, je n'aime pas. Parce que les photos peuvent vous handicaper alors qu'elles ne servent à rien du tout. La photo sur le CV ne sert à rien du tout. À part si vous voulez postuler pour quelque chose comme mannequin ou autre chose. Mais photo sur un CV ne vous sert absolument à rien et ça vous handicape. Parce que moi, quand je vois une photo où la personne a fait un snap, je ne la prends pas. Parce que je me dis que si je la prends, elle va rester toute la journée à prendre des photos. Quand la personne n'est pas bien positionnée, ce n'est pas professionnel. Quand la personne a, par exemple, est un peu dénudée, pour les garçons, c'est un peu t-shirt froissé et comme ça aussi, ça handicape beaucoup. Donc, si une chose peut beaucoup vous handicaper alors que réellement, ça n'a pas d'importance, il vaut mieux vraiment s'en passer. Pour mieux. Ça, c'est pour les conseils que j'avais par rapport au CV. Maintenant, pour la lettre de motivation, comme on le dit encore, la lettre de motivation n'est pas pour expliquer votre situation. La personne qui va recruter ne va pas vous recruter parce que vous êtes un soutien de famille. Elle ne va pas vous recruter parce que, franchement, votre situation est critique. Elle ne va pas vous recruter parce que vous n'avez pas de revenus. La personne vous recrute parce que vous avez des compétences et parce que vous pouvez apporter une plus-value dans ce qu'elle demande. Si moi je dois recruter une juriste qui va me faire les contrats, j'ai besoin de savoir que la personne a fait droit social, droit du travail, droit des entreprises, qu'il saura vérifier un contrat par rapport, par exemple, à sa conformité par rapport au code du travail, par rapport aux conventions collectives en cours, par rapport. Mais je n'ai pas vraiment besoin de connaître le parcours de la personne. Par contre, ce que j'avais oublié, par exemple, pour le CV, l'expérience associative est extrêmement importante dans le CV. C'est extrêmement important d'avoir une expérience associative. Parce qu'en fait, tout le temps, les entreprises demandent si vous savez cohabiter avec des gens, si vous savez gérer une équipe. Et je vous dis, l'expérience associative, je sais que mon très cher oncle va y venir, il n'y a pas de meilleur maître que l'expérience associative. Parce que vous saurez gérer avec des gens, parce que la personne qui n'est pas ton enfant, tu ne peux pas la gérer comme tu veux. Par contre, si tu apprends à gérer avec les associations, là, tu apprends à maîtriser la personne. Tu apprends à cohabiter avec des gens. Tu apprends à gérer l'équipe, parce que c'est comme ça le boulot. Tu te retrouves avec des gens que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas la culture, avec des gens qui ne te plaisent pas, mais tu n'y peux rien. À qui tu ne plais pas, tu n'y peux rien aussi, parce que vous ne faites que travailler ensemble. Maintenant, l'expérience associative permet à la personne qui te recrute de savoir que cette personne-là, au moins, elle saura quoi qu'il se passe, gérer une équipe. Donc, l'expérience associative est très importante. Maintenant, dans la lettre de motivation, ce qu'il y a à préciser, surtout toujours, la première phrase, c'est toujours de vous présenter. Et quand vous vous présentez, c'est plutôt présenter votre niveau. Par exemple, actuellement, étudiant en Master 2 en économie familiale ou bien en droits humains et genre développement, je veux faire ça et ça et ça. Maintenant, dans le deuxième paragraphe, vous venez avec l'expérience qui coïncide directement avec ce que vous êtes en train de demander ou les stages que vous êtes en train de demander. Maintenant, pour faire par exemple mon mémoire sur la gestion des mines et énergies, j'aimerais par exemple faire un stage dans votre truc. Et après toujours finir par remercier d'une manière très respectueuse les personnes. Faire attention aux fautes, très attention parce que c'est extrêmement important d'avoir une mise très soignée. Parce que les fautes aussi, c'est quelque chose qui pourra vous handicaper. Parce qu'il y a des fautes inutiles, des fautes que vous savez que vous ne devez pas les faire. Et ça, ce qui le fait, c'est parce que vous ne vous relisez pas. Vous ne vous relisez pas. Parce qu'en général, vous voyez cette faute-là et vous vous dites, c'est moi qui ai fait ça. Eh bien, oui, c'est vous qui avez fait ça. C'est juste parce que vous n'avez pas pris la peine et le temps de relire votre copie, de relire la lettre de motivation et de relire le CV. Et c'est extrêmement important de ne pas avoir des fautes sur le CV. Nous allons juste marquer une pause, le temps de permettre à notre oncle de s'installer. Voilà.
Merci beaucoup et bienvenue. Donc c'est important d'éviter les fautes sur le CV et sur la lettre de motivation. C'est extrêmement important. Après c'est la lettre de motivation, il y a les mails. Comment envoyer un mail? Quand on vous demande d'envoyer votre CV, n'envoyez pas que le CV. N'envoyez pas que le CV. Un mail doit obligatoirement avoir un objet. C'est obligatoire. Vous avez des mails qui n'ont pas d'objet, on les range dans le spam, on ne les ouvre même pas. Vous vous candidatez pour un stage en ça, dites dans objet et stage en ça et ça et ça, tout clair. Et toujours le mail doit avoir un contenu. Monsieur tel ou madame tel, virgule, vous allez à la ligne. Ce mail ou bien je vous écris pour soumissionner à l'offre telle ou je vous écris pour demander un stage à tel et tel point à la ligne. 6 juin, mon CV et ma lettre de motivation pour faire office de ma candidature. Point, vous allez à la ligne, cordialement. C'est simple, mais quand même, il faut qu'il y ait un contenu et n'oubliez pas surtout de joindre ce que vous avez dit que vous allez joindre. Parce que c'est toujours important de ne pas oublier de joindre le CV et la lettre de motivation. Ensuite, c'est l'entretien. Quand vous êtes appelé dans un entretien, soignez votre mise. Soigner sa mise ne veut pas dire toujours être habillé en costume cravate. Non. Soigner sa mise, c'est d'abord être propre et correct. Pour les garçons en général, quand on dit ça, vous pensez directement aux filles, mais malheureusement, en général, c'est vous qui n'êtes pas bien soigné comme mise. Parce que quand vous avez des pantalons déchirés, ça ne passe pas. Quand vous avez des manches relevées, ça ne passe pas. Quand vous avez des cols froissés, ça ne passe pas. Des chemises froissées, ça ne passe pas. Des sandales, ça ne passe pas. Habillez-vous correctement, c'est que vous vous habillez en chaussures fermées, vous avez une chemise et pas de t-shirt pendant l'entretien. Vous habillez en chemise. Sinon, vous pouvez aussi vous habiller en boubou traditionnel. Il n'y a pas de souci. Et votre tête, soit vous êtes rasé, soit c'est bien payé. C'est juste ça. Pour les filles, c'est éviter d'être dénudées. Il n'y a pas de, je m'excuse, il n'y a pas de sein par-ci, de bin par-là, non. Vous faites de sorte que vous n'avez rien à out. Vous êtes habillé correctement. Correctement, c'est éviter de gêner celui qui vous interviewe. Parce que quand il vous interviewe et que vous avez une partie de votre corps en l'air, la personne ne peut pas vous regarder comme cela se doit. Donc, et la personne va s'empresser de finir avec vous pour ne pas vraiment heurter sa sensibilité. À moins que la personne soit comme Massal et essaie vraiment de profiter du temps. Mais à part ça, la personne doit normalement avoir honte de vous regarder. Et ça fait que ça fait. Ça, c'est d'abord le premier aspect. Et c'est toujours de taper à la porte quand vous avez un entretien. N'entrez pas directement. Quand la porte n'est pas fermée, mettez-vous devant la porte, la personne vous voit. N'entrez pas. Mettez-vous toujours devant la porte et regardez la personne. Elle vous fera signe de la tête d'entrer ou de ne pas entrer. Et quand vous entrez, ne vous asseyez pas tant qu'on ne vous demande pas de vous asseoir. Quand la personne vous demande de vous asseoir, remerciez la personne et asseyez-vous. Évitez tout le temps de tourner, de bouger, de poser vos pieds, de les relever ou de taper sur la table. Je sais que souvent le stress peut causer tout ça, mais tous ces trucs-là, ça fait que ça dérange. Tenez-vous correctement, fixez la personne, mais ne pas vraiment la fixer du genre comme ça, mais qu'elle a votre attention. Écoutez correctement les questions, répondez comme cela se doit, et quand on vous demande de parler de vous, on ne vous demande pas de lire votre CV. Parlez-moi de vous, c'est parlez-moi du potentiel que vous avez par rapport au poste que vous demandez. On vous demande par exemple d'être réceptionniste. Mais dites à la personne, oui, je saurais être une très bonne réceptionniste parce qu'en fait, moi, je suis une personne très joviale, je suis très attrayante, je suis une personne qui a eu tendance à travailler avec beaucoup de personnes. Dans mon association, par exemple, c'est moi qui faisais l'accueil, c'est moi qui, par exemple, faisais le suivi avec les filles victimes de violence, avec ça. J'ai vraiment le sens de l'écoute parce que j'ai fait les centres d'appel. C'est ça, parler de vous. Ensuite, à chaque fois qu'un recruteur vous demande si vous avez des questions, c'est extrêmement bien d'en avoir. C'est très important d'avoir une question au recruteur parce que ça fait que vous êtes intéressé. Maintenant, il ne faut pas aussi poser des questions pour poser des questions parce que souvent on pose des questions pour non.
poser des questions, c'est que par exemple, oui, en fait, j'ai été sur votre site. Et il faut toujours être très préparé pendant les entretiens. Allez sur le site de la structure, de l'ONG, de l'entreprise, regardez ce qu'ils font. Oui, je suis allée dans votre entreprise, mais j'ai vu par exemple que vous aviez un suivi par rapport à tel et tel et tel. Par contre, j'ai vu que par exemple, est-ce que j'ai bien compris que vous faisiez ça et ça et ça? Ah oui, effectivement, nous faisons ça et ça et ça, mais nous avions oublié de prendre en charge ça. Ah oui, et vous allez répondre vous-même. Ah, peut-être que quand vous allez me recruter, ce sera mon boulot d'essayer de matérialiser tout ça. Là, vous avez gagné un point. Et n'oubliez jamais qu'à chaque fois que quelqu'un vous pose une question, de le remercier d'abord avant de répondre à la question. À la fin de l'entretien, remerciez la personne en espérant avoir son mail de recrutement et partez. Donc après l'entretien, c'est